WhatsApp modifie sa politique de confidentialité, Elon Musk balance un petit tweet, et paf, un tas de personnes installent Signal sur leur smartphone. Des millions de personnes se sont tournées vers l'appli dans l'espoir de protéger leurs conversations, leurs données et d'éviter le matraquage publicitaire. Mais est-ce que Signal est vraiment sûr? Est-ce que tu peux lui faire confiance pour protéger tes conversations et tes appels? J'ai passé des heures à chercher des informations sur Signal, mais je ne voulais pas faire un simple résumé. Du coup, j'ai contacté un spécialiste dans le domaine. Et en fait, toi et moi, on a rendez-vous avec lui pour voir quels sont les avantages de Signal, mais aussi ses failles. Allez, c'est parti! Ah, et juste avant, n'oublie pas de t'inscrire au courrier du consommateur avisé, c'est le premier lien dans la description. Tu recevras tout simplement 1 ou 2 emails par semaine pour éviter les arnaques, comprendre les stratégies des entreprises et éviter les techniques de manipulation. Sur ce, on y va. Axel Leguet, vous êtes spécialiste en ingénierie informatique et en cybersécurité, professeur à l'université UC Louvain. La première question, et je vais la formuler de façon un petit peu peut-être vulgaire, familière, mais c'est pourquoi est-ce qu'on devrait s'embêter, s'emmerder à protéger nos données, nos conversations? Dans la vie réelle, on dit toujours aux enfants, on n'écoute pas la conversation des autres. Ça, c'est personnel, ça ne nous regarde pas. Pourquoi est-ce qu'on aurait une attitude différente lorsqu'on parle d'une conversation numérique? On a juste changé le vecteur, on est passé de la parole à l'envoi de caractères. Mais le vrai danger de tout ça, c'est qu'en changeant ce vecteur de transmission de l'information, on a augmenté la capacité d'intimité. Donc c'est encore la plupart du temps plus personnel qu'avant. Et on a augmenté le danger aussi. On a augmenté le danger, mais ça peut être quantité de choses. Imaginez un peu que vous n'avez pas déclaré des sinistres à vos assureurs et que vous en vantez à des amis et que vos conversations tombent entre les mains de votre assureur à votre bonus-malus, le lendemain il est triplé. Est-ce qu'on veut vivre dans un monde comme ça? Je ne le pense pas. Et donc c'est pour ça qu'il est important de protéger sa conversation personnelle. Pour Signal, quel est le premier avantage qui est mis en avant et qui est important par rapport à Signal? Donc, dans toute messagerie, il y a d'abord 2 entités qui se parlent, donc vous et moi, si nous avons tous les deux la messagerie. Ça passe par un serveur d'échange qui reçoit le message et qui l'envoie. Et donc là, il y a un ensemble de failles possibles. Les premières failles sont nos ordinateurs. Quelqu'un peut très bien être sur l'ordinateur en train de tout espionner. Mais il y a aussi un autre type de faille, c'est tout ce qui se passe sur le canal de communication. C'est vraiment comme d'avoir dans la pièce un intrus qui vous écoute. Et donc Signal, son avantage, c'est que si l'intrus est dans la pièce et qu'il vous écoute, il ne comprend pas le langage. Parce qu'il y a le chiffrement de boutons. Il y a le chiffrement. Donc c'est un peu comme si vous aviez quelqu'un qui ne parle que français et on se décide de se parler en chinois. Et donc la personne aura beau écouter tout ce que vous dites, elle ne saura rien en faire. Ok. Et donc pour un peu illustrer ça, c'est comme si quand on envoyait au destinataire un courrier, on le met dans une boîte, on le ferme avec la clé publique qu'on obtient du destinataire, on lui envoie le courrier dans la boîte, donc il est chiffré, c'est pas possible de le lire. Une fois que le destinataire reçoit, il utilise une clé qui est privée pour l'ouvrir et pour décrypter, déchiffrer le message. C'est exactement comme ça que ça se passe. Et du coup, est-ce que il peut quand même y avoir des failles si par exemple la personne a un virus sur son smartphone? Alors, il peut y avoir, une fois que le message est ce qu'on appelle déchiffré et qu'il circule sur votre smartphone, oui, il peut y avoir des failles classiques de virus sur la plateforme de réception. Donc, Signal, son but, c'est de faire du chiffrement bout à bout. C'est-à-dire que ça garantit que ce qui est envoyé est chiffré, donc n'est pas vu par le monde extérieur, jusqu'à ce que vous le receviez. Maintenant, si quand vous l'avez reçu, vous ne protégez pas vous-même la donnée, oui, il y a des risques. Un autre élément mis en avant par Signal, c'est le fait que le code, le programme informatique, soit open source. Oui. Pourquoi c'est si important? Alors, déjà, on est passé d'un monde où on vendait du code à un monde où on vend des services et on doit rassurer les gens. Et une façon de rassurer les gens, c'est de leur dire, regarde, le service que je te vends, la plateforme sur laquelle ça tourne, vous pouvez l'auditer vous-même. Et vous rendre compte qu'il n'y a pas de backdoor, il n'y a pas, donc les backdoors, c'est ces petits mouchards, ces petites portes dérobées qui pourraient être mises par exemple par un État pour espionner.
Donc, regardez, je vous donne le code pour vous prouver qu'en fait, ce que j'ai fait est sain. Alors, vous allez dire, comment est-ce que je gagne ma vie? Je gagne ma vie parce que j'utilise les serveurs pour faire la transmission et je vous rends le service de transmettre votre message, mais vous pouvez me faire confiance. Voici le code et voici la preuve que ce code ne contient pas de mouchard. Alors, vous allez me dire, mais en termes de sécurité, si on révèle le code, on révèle toute la sécurité. Ben non, c'est ce que vous avez dit avant, c'est le fameux principe des clés. Parce que la boîte, même si vous savez qu'elle existe, vous ne savez pas l'ouvrir. Vous connaissez juste le moyen de transport. D'accord. C'est ça qui est déclaré. Ok, c'est un peu comme si on avait une forme de coffre-fort et si on permettait à des experts, des personnes de venir vérifier chaque pièce pour voir s'il a été bien conçu, s'il est sûr. Tout à fait. On vous explique comment le coffre-fort est conçu. Alors, comme ça, vous pouvez l'auditer. C'est très important. Mais on ne donne pas la clé du coffre-fort. On ne donne pas la clé du coffre-fort. Okay. Donc, vous avez un coffre-fort dont on vous dit il a tel niveau de sécurité. Vous ne me croyez pas, voici le coffre-fort, regardez-en chaque pièce. Ah oui, c'est bien, vous avez les compétences, vous appelez quelqu'un qui a les compétences et qui vous le confirme. Et effectivement, quand on a construit le coffre-fort, vous n'avez pas la clé du coffre-fort d'un autre. Et par exemple, des messageries comme Messenger, WhatsApp, là, le code n'est pas open source. Le code n'est pas open source. Ça veut dire qu'on ne peut jamais vérifier vraiment ce qu'il nous dit si dans derrière, si dans la conception, si ça se confirme. Tout à fait, et on sait que sur certaines messageries, il y a des logiciels de performance qui tournent et qui peuvent être problématiques. Ce sont des logiciels qui lisent un peu vos messages pour améliorer, disons, l'expérience utilisateur. Et donc, on ne sait jamais vraiment ce qui se passe. Et comme le code n'est pas ouvert, oui, il peut toujours y avoir des doutes. Et je crois vraiment que pour ce genre de choses qui touchent quand même à notre vie personnelle, je rappelle à nouveau quand vous échangez sur messagerie, c'est l'intimité. C'est vraiment l'intimité et je pense que c'est plus l'intimité que par la parole parce que vous n'avez pas la personne en face de vous pour voir sa réaction. Donc on s'exprime d'autant plus facilement. Il est normal que quand on utilise ces outils, on puisse regarder comment ils sont conçus. C'est important d'être transparent. Le numérique ne progressera que par la transparence. Quand j'utilise un outil, je me pose souvent la question un petit peu quel est l'intérêt de l'entreprise de me fournir cet outil. Par exemple, Facebook, c'est gratuit, mais leur intérêt, c'est d'utiliser les données que moi je fournis pour pouvoir faire des publicités qui vont me donner envie d'acheter. Dans le cas de Signal, on sait que c'est Moxie Marlinspike qui a lancé l'application en 2015. Voilà, c'est un gars, il a des dreadlocks. Est-ce que c'est parce qu'il a des dreadlocks qu'on peut lui faire confiance, qu'il est sympa, qu'il est cool? Au-delà de la plaisanterie, l'entreprise, elle reçoit des fonds de fondations, donc non gouvernementales, mais aussi des fonds qui viennent d'organisations gouvernementales. Qu'est-ce que vous pensez du projet en général du créateur de Signal et de Signal en tant que tel du projet? Moi, je pense que c'est un projet à la base qui est sain. C'est vraiment rendre un service concret. Donc, contrairement à Facebook ou autre, c'est un projet qui ne tombe pas, disons, dans la démagogie publicitaire à outrance. C'est un projet qui est conçu par des puristes en termes d'informatique, donc des gens qui veulent vraiment rétablir un certain ordre dans la conception des outils informatiques. Donc ça, je pense que c'est ça. Alors, vous me parlez du gouvernement américain. Il y a évidemment toujours un risque d'influence. Il n'est pas négligeable parce que ces gens, ils doivent vivre aussi. Mais ils sont très, très durs à corrompre. Pour en fréquenter un certain nombre, je pense que c'est pas facile Et ils sont pas copains avec les renseignements. C'est pas parce qu'ils sont américains que... vous savez, la plupart de ces gens-là, quand ils prennent l'avion pour venir vous voir, ils veulent acheter leur billet d'avion en cash. Ils ne veulent pas savoir, ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils voyagent, Donc, ce sont vraiment des gens qui tiennent à leur vie privée, ce sont des puristes en termes de vie privée. Alors maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que le gouvernement financerait ça? Eh bien, parce qu'à un moment, un gouvernement se doit de financer la protection de la vie privée de ses citoyens et la garantir. C'est un peu parfois ce qui nous manque en Europe, et donc que le gouvernement américain, s'il est vraiment indépendant de la conception et qu'il le finance parce qu'il y croit, ça je pense que c'est très noble, et je pense que s'ils veulent tricher derrière, vu ce qu'ils ont en face, ça va être compliqué. Je conseille vraiment, même aux analystes de la NSIO, de ne pas trop aller titiller ces gens-là, parce que la réplique pourrait être très difficile à maîtriser. C'est-à-dire que vous avez des gens très compétents, vous avez des hackers de génie, peut-être, probablement. Il vaut mieux ne pas se les mettre à dos, quoi. Voilà, il faut mieux pas leur mentir et essayer de les corrompre, parce que s'ils ont décidé de vous taper un système de la NSA, ils vont y arriver. Ça, la NSA le sait très bien.
Une autre faille dont vous me parliez, c'était que le fait que les serveurs sont centralisés, les serveurs de signal sont centralisés. Oui. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi c'est un problème? Alors, ils sont centralisés, mais ils sont un peu répliqués. Hein. Donc, quand un serveur est centralisé... Donc un serveur, c'est là-dessus qu'on sauvegarde pour physiquement les données, le programme informatique. On est dans des modèles client-serveur. Donc, pour vous envoyer quelque chose, ça passe par un serveur qui vous l'envoie. Ce n'est pas envoyé directement. Il faut qu'on trouve où vous êtes pour pouvoir vous l'envoyer à vous et pas à quelqu'un d'autre. Donc, c'est le modèle de client-serveur classique. Évidemment, si les serveurs tombent, si on fait une attaque sur le serveur, le service n'est plus rendu. Donc, on a eu des cas, par exemple, avec OVH, une grande société de services. De serveurs pour créer des sites internet. Voilà, par exemple, les pirates adorent faire une chose, c'est faire tomber les serveurs d'OVH qui, il y a quelque temps d'ici, mais c'est moins le cas maintenant, tomber assez facilement. Pour dire, vous avez utilisé le service OVH, vous voyez, vous ne savez plus utiliser, on l'a fait tomber. Et ça, c'est toujours un risque, évidemment, derrière. Si on fait tomber les serveurs et qu'on ne sait plus servir de la messagerie, on ira sur une autre qui sera peut-être moins sécurisée. Un élément qui revient aussi souvent dans les critiques qu'on fait à Signal, c'est le fait de devoir fournir un numéro de téléphone pour pouvoir utiliser la messagerie. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est un... Au niveau de l'anonymat, il n'est pas total, évidemment, puisque vous fournissez votre numéro de téléphone. Maintenant, on va quand même recentrer les choses. Vous êtes sur une messagerie, c'est assez facile de savoir si vous avez Signal ou pas. Quand je prends mon téléphone, je regarde, je vous brosse et je vais vous trouver si vous avez Signal. Parce qu'en fait, les gens cherchent à communiquer au travers de cette messagerie. Donc, utiliser le numéro de téléphone pour savoir qui a Signal ou pas, si vous voulez, ça ne déforce pas les gens. Le fait de savoir que les gens utilisent une solution intelligente, ce n'est pas une vulnérabilité. C'est dans ce cas-ci, au contraire, une force. Et ça ne donne pas accès aux messages. C'est ça le grand problème. On ne veut pas qu'il y ait accès aux messages. Donc pour moi, c'est pas... même si on a le numéro de téléphone, on sait, normalement, si on ne sait pas ce que la personne dit. Donc... On ne sait pas ce que la personne dit. Et même si on veut faire une attaque dite de l'homme du milieu, il y a des protections supplémentaires dans Signal qui permettent de comparer des écrans. Et donc, il ne faut pas non plus tomber dans l'ultraphobie de la protection des données personnelles où on ne fait plus rien et où on lit bêtement des textes sans les comprendre. Et donc, voilà, je ne suis pas tracassé par cette part. L'outil dont M. Leguet parlait, c'est le fait que l'émetteur et le récepteur du message peuvent utiliser, vérifier qu'ils ont un code et que si le code elle-même, c'est que tout est bon. Si maintenant il y a un homme du milieu, comme on dit, une attaque par l'homme du milieu, quelqu'un qui se fait passer pour le destinataire, le code sera différent. Le code ça permet de vérifier ça. Exactement. Il n'y a pas une personne qui usurpe l'identité du destinataire pour prendre les messages que... Voilà. Il faut savoir que derrière le vol de données, la gestion des données, plutôt avant le vol, il y a un business. Donc il y a une trentaine d'années, on hackait les ordinateurs juste pour montrer qu'on savait le faire. On n'est plus du tout là-dedans. On est dans un vrai business avec des vrais voleurs, des vrais receleurs de données et des vrais vendeurs. Donc c'est exactement, c'est un business similaire à celui des vendeurs de drogue, sauf qu'on vend des données. Et donc, on n'est plus du tout dans ce qui s'est passé il y a 30 ans. On a vraiment des gens qui vivent de ça. Et donc, ces gens qui vivent de ça, ils cherchent des clients. Tout simplement. On a des grandes craintes derrière. Je parlais des assureurs. Je ne vais pas dire que les assureurs sont méchants. C'est pas ça. Mais ils peuvent utiliser des informations qui leur sont... Oui, ou même ils pourraient être tentés de recevoir des informations que quelqu'un aurait volées, parce que c'est plutôt ça qui se passe. Une critique qui est souvent émise aussi contre la messagerie, c'est qu'elle est basée l'entreprise qui est derrière Signal est basée aux États-Unis, donc dépend de la juridiction américaine. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que ça veut dire que les services de renseignement ou des entreprises américaines pourraient faire pression sur Signal pour obtenir des données, des informations? Est-ce que pour vous c'est un gros problème? Donc, bien sûr que les gouvernements pourraient faire pression pour obtenir certaines informations. Ils l'ont fait avec des sociétés commerciales, comme Apple, et vous avez vu qu'ils n'avaient pas obtenu gain de cause. Je pense qu'ils auront difficile d'obtenir gain de cause avec les personnes qui gèrent Signal. Pour moi, le plus gros problème dans le fait que ça se situe aux États-Unis et qu'on critique ça, c'est que sur ce temps-là, on ne se pose pas la question de savoir pourquoi ça ne se situe pas en Europe, alors que la plupart des conceptions numériques, les créations numériques, enfin beaucoup de ces créations numériques se font en Europe. Donc pourquoi est-ce qu'on a des gens si intelligents qui sortent de notre université? Parce qu'on a vraiment une éducation de haut niveau, financée, je rappelle, par le contribuable. Donc pourquoi est-ce que ça se fait aux États-Unis et pas chez nous, alors qu'en fait on a
tous les moyens pour que ça se fasse chez nous. Et donc, je crois qu'il faut recentrer le discours, arrêter de critiquer les États-Unis, qui profitent d'une opportunité, plutôt critiquer ceux qui... L'inaction au niveau européen, vous voulez dire. Voilà, et ça manque d'ambition au niveau du numérique. Donc, pour Signal, vous me disiez tout à l'heure, il y a des choses qui sont mises en place justement pour que Signal se protège. Mais effectivement, c'est un élément à faire attention dans les mois, les années qui viennent, dans le développement de Signal. Mais a priori, le fait qu'il soit basé aux États-Unis, selon vous, c'est pas fondamentalement une énorme préoccupation? Non, parce que ça reste des fondations, ça reste des hackers, ça reste des gens qui sont très têtus. Ce sont pas des gens, vous savez, qu'on arrive à corrompre si facilement. Maintenant, vous pouvez toujours en avoir l'un ou l'autre. Ça, même dans la meilleure entreprise du monde, vous pouvez toujours avoir une taupe. Et c'est comme ça que les bons espionnages commencent. Donc, vous n'aurez jamais une garantie à 100%. Et peut-être que dans 3 mois, il y aura un scandale Signal. Le fait que Edward Snowden, Elon Musk ait publiquement soutenu Signal, et le fait qu'ensuite des millions de personnes installent l'application en quelques jours, que l'application passe d'un mode une utilisation assez restreinte par un nombre d'utilisateurs restreint à vraiment la masse. Est-ce que ça peut avoir un effet pervers, cette popularité soudaine? Ça peut avoir un effet pervers. Bon, il y a plusieurs choses. Premièrement, il peut y avoir du phishing qui est lié à Signal, même pas au sein de l'application Signal. Donc ça, c'est du hameçonnage, usurpation d'identité. Voilà, c'est une autre application qui se présenterait comme une sous-application de Signal et qui vous dirait, vous savez, c'est vertueux, c'est sécurisé, téléchargement pour rentrer dans Signal. Des gens vont tomber dans ce panneau-là. Par exemple, quelqu'un qui a peut-être déjà entendu parler au journal ou dans un article, Signal est une nouvelle messagerie, et un pirate qui serait passé pour Signal avec un document qui reprend le logo de Signal, etc., pourrait peut-être faire installer une mauvaise application. Tout à fait. Et récupérer ses données. Alors l'autre chose qui me tracasse un peu avec tout ça, c'est la spéculation qui se cache derrière. La valeur. Quand Edward Snowden en a parlé, c'était pas le cas. Mais avec Elon Musk, qui est un personnage très public, on voit qu'il y a une espèce de bulle qui se crée. C'est pas une réflexion entrepreneuriale, commerciale, qui dévierait du projet initial de l'équipe. Le projet initial, c'est vraiment de garantir la vie privée des gens. Il faut vraiment que ça reste ça. Et pas que ça fasse 36 services sur le côté, et que ça se vende, et que ça va aller. C'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment que 2 personnes ou des groupes de personnes puissent parler en toute sécurité. Aujourd'hui, est-ce que vous conseilleriez Signal aujourd'hui? À l'heure actuelle, je le conseille, je la conseille plutôt et je l'utilise. Ok. Écoutez, merci beaucoup. Justement, votre téléphone sonne, donc c'est le moment de terminer la vidéo. J'espère que vous avez eu des réponses à vos questions sur tout ce qui est Signal. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à faire un petit tour si ça vous intéresse à vous abonner. Et on se dit à la prochaine. Ciao. Merci beaucoup. Merci. Désolé pour la c'était tout juste, hein.